HDR, HDR10, c'est peut-être le même d'ailleurs, hein. Dolby Vision, HDR10+, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paperware pour une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. Ça fait des semaines que je me triture les méninges, que je fais bouillir ma cervelle, que j'essore mes neurones pour essayer de trouver la façon la plus simple possible, la plus accessible possible de vous expliquer le HDR. On en parle partout du HDR, les téléviseurs, le streaming, le HDR est partout. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que c'est réellement avec des données techniques accessibles, digérées, prédigérées même. Comme ça vous allez tout piger. Après, on va passer à l'étape supérieure. Grâce à Anaïs, qui est la responsable de Dolby en France, on va parler du Dolby Vision. C'est quoi, pourquoi, comment on le fabrique dans le cinéma ainsi que pour le streaming, ainsi que pour le gaming. On va tout savoir sur le Dolby Vision. Croyez-moi, j'ai déjà fait l'interview. Moi personnellement, les bras me sont tombés. C'est pour vous dire, j'ai appris des trucs de ouf grâce à Anaïs. Après le Dolby Vision, je finirai cette vidéo en parlant du HDR10+. Voilà, parce que ça mérite quand même un coup de projecteur un peu différent. Le HDR10+, a-t-il un avenir, pas d'avenir? Et maintenant, je sais ça fait peur, c'est pour vous mettre en condition. Et maintenant, je vais vous expliquer de la façon la plus simple, la plus accessible possible, ce qu'est le HDR. Je ne peux pas commencer mes explications sans vous parler de quelque chose qui est important. Regardez, regardez. Vos yeux, l'œil. Votre œil humain. Nous avons une machine extraordinaire avec l'œil humain. Et figurez-vous qu'avant le HDR, il n'y avait absolument aucun téléviseur grand public qui pouvait atteindre ou même approcher les caractéristiques de notre œil humain. Je vais vous expliquer quelque chose tout de suite, vous allez voir. L'œil humain est absolument incroyable dans le nombre de couleurs qu'il voit, ainsi que dans l'amplitude entre les zones sombres et les zones claires qu'il peut voir. C'est absolument hallucinant. Regardez par exemple, prenez l'exemple, vous vous mettez dans une pièce entièrement noire. Oh, c'est entièrement noir, on va dire que vous êtes à 0 luxe, c'est-à-dire rien du tout. Vous sortez, c'est la plage, il y a le soleil, vous faites ça et hop, d'un coup, vous prenez 100 000 lux, il y a le soleil de tous les côtés et votre œil est capable d'encaisser cette différence entre ce qui est noir et ce qui est super lumineux. Bien sûr, vous allez être ébloui, c'est normal, mais globalement, l'œil peut encaisser ça. Et bien, figurez-vous que votre téléviseur, avant le HDR, histoire de rajouter une petite couche, sachez que l'œil humain est extraordinaire parce qu'il peut voir du détail dans les zones claires comme dans les contre-jours, dans les zones sombres, on arrive à voir du détail. Si vous avez le soleil qui est comme ça et que vous regardez devant vous, vous continuez à voir ce qui est devant vous. Tandis qu'auparavant avec les téléviseurs, quand il y avait justement un soleil très violent et qu'on avait un truc en contre-jour, on voyait rien dans le contre-jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez d'amplitude de contraste entre ce qui est sombre et ce qui est clair. Et dans ce cas-là, l'échelle des gris était tellement limitée qu'on n'arrivait pas à voir ce qui était en contre-jour. Et c'est sur ça qu'il fallait travailler, ainsi que sur la colorimétrie pour que ça colle avec nos yeux extraordinaires, l'œil bionique de l'être humain. Donc du coup, on s'est dit, il faut créer un truc pour qu'en électronique, on ait quelque chose qui s'approche plus de la vision humaine. Avant, je continue, sachez que justement, le truc qui était le plus proche, c'était la pellicule. C'était la pellicule. La pellicule n'a pas de données électroniques. La pellicule, vous filmiez le jour, la nuit, suivant la pellicule, et vous avez une grande amplitude. Il n'y avait pas de problème avec la pellicule. Mais avec le numérique, on a les limitations du numérique qui sont arrivées avec les téléviseurs, et c'est là que les problèmes ont commencé à arriver. Alors justement, on s'est dit, on va créer quelque chose qui s'appelle le HDR pour High Dynamic Range, comme son nom l'indique, une grande plage dynamique qui intègre plusieurs choses. Donc si vous voulez, pour bien comprendre ce qu'est le HDR, je vais commencer par contrarier des tas de personnes. Je vais parler des téléviseurs qui ne sont pas HDR. Comme ça, après, on pourra voir l'évolution. Alors ça va quand même m'obliger à parler un tout petit peu de technique. Donc je vais le faire de la façon la plus claire possible. Prenez des notes si vous voulez. Je vais commencer à parler d'espace colorimétrique ainsi que de profondeur des couleurs. Pour diffuser des couleurs sur un téléviseur, il y a des normes également. Il y a ce qu'on appelle une plage de couleurs. Dans le cas des téléviseurs qui ne sont pas HDR, la plage de couleurs, enfin l'espace colorimétrique, c'est le REC 709. Voilà, ça c'est l'espace colorimétrique de ce type de téléviseur. Après, il y a la profondeur des couleurs, c'est-à-dire les nuances à l'intérieur des couleurs. Là, on exprime ça en bits, dans 8 bits, 10 bits, 12 bits. Voilà, c'est la base. Vous allez voir, ça va nous servir tout à l'heure. C'est tout simple. Alors, il faut savoir que les téléviseurs qui ne sont pas HDR arrivent avec tout ça, entre l'espace colorimétrique avec la profondeur des couleurs, à afficher 16 millions de couleurs. Voilà, c'est 16 millions avec les téléviseurs qui ne sont pas HDR. Par contre, les téléviseurs qui sont HDR peuvent diffuser 1 milliard de couleurs. Voilà, 1 milliard de couleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Le HDR implique d'abord de changer de plage colorimétrique, c'est-à-dire qu'on n'a plus le REC 709, on a une plage colorimétrique plus large, donc une plage de couleurs plus large, ce qu'on appelle le REC 2020. Et le REC 2020, il y a beaucoup plus de couleurs. Déjà, c'est beaucoup plus large. Et après, on passe en 10 bits.
Donc, non seulement on a plus de couleurs, mais en plus, on échantillonne à 10 bits. Donc, de ce fait, quand on mélange les deux, on arrive à 1 milliard de couleurs. Pour savoir également, pour commencer à vous faire rêver un petit peu, le 12 bits, c'est 68 milliards de couleurs. On en parle tout à l'heure avec Dolby. Vous allez voir, c'est passionnant. Donc, je résume. Logiquement, si on suit le cahier des charges, si on a un téléviseur HDR, il est capable de passer 1 milliard de couleurs. Contrairement au modèle qui ne l'est pas, qui en passe 16 millions. Alors là, vous vous dites, à juste titre, comme toujours, hein, je vous aime, vous êtes mes abonnés, vous vous dites, mais là, ça y est, c'est parti, il va commencer à nous gonfler l'autre avec 8 bits par-ci, 10 bits, 12 bits, ça veut dire quoi? Alors, je vais expliquer clairement sur le terrain. Je vais prendre un exemple concret. Vous êtes un être humain. Vous êtes des êtres humains, je vous aime. Vous êtes des êtres humains, vous regardez le soleil. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce soleil, vous avez le rond lumineux du soleil. Et autour du soleil, vous avez plein de couleurs autour du soleil parce que vous avez le rond lumineux et plein de couleurs autour. Votre œil, vous, voit en effet toutes ces couleurs. Pas de problème là-dessus. Par contre, sur les téléviseurs qui ne sont pas HDR, quand vous affichez ce soleil, donc en 8 bits, vous avez ce rond lumineux, là, le rond est là, et autour vous avez des sortes de dégradés dégueulasses de couleurs. Pourquoi il y a le dégradé? Parce qu'il n'y a pas assez de couleurs pour faire toutes les nuances du soleil. Ça fait qu'il fait des sortes de résumés de couleurs. Vous avez ce qu'on appelle le banding, la solarisation, la postérisation, c'est super moche. Donc d'entrée de jeu, si on reste en 8 bits, on va toujours avoir cette postérisation, ce dégradé de couleurs qui est pas très très joli, et pourtant on a vécu avec pendant des années, puisque tous les téléviseurs qui ne sont pas HDR sont en 8 bits, et le Blu-ray disc Full HD est en 8 bits, et en effet quand on regarde le Blu-ray disc Full HD, quand on voit un coucher de soleil, on peut voir comme ça des dégradés si l'image n'est pas suréchantillonnée par un lecteur ou un téléviseur. Voilà. Donc on est passé de 8 à 10 pour déjà éviter d'avoir ce côté de dégradé dégueulasse autour du soleil, des couleurs qui ne sont pas finalisées, finies. Avant que je continue, il y a un truc important. On appelle ça le HDR 10, car en effet, c'est le HDR 10 bits. Alors tout le monde résume en disant « Ouais, ton téléviseur HDR, il est HDR 10 ». Voilà, on peut l'appeler des deux façons. Moi, je mets toujours des logos HDR 10. Mais maintenant, je vous donne l'explication. C'est quand même plus simple quand je commence à vous causer un petit peu, parce que sinon, voilà, j'arrête pas de faire des avancées. Je m'avance, que ça énerve beaucoup, mais ça permet de rester réveillé en même temps. On va parler un peu de lumière, luminosité, contraste. Le HDR10 implique également qu'on puisse avoir des hautes données lumineuses. Logiquement, dans le cahier des charges, on peut aller vers 4000 candela, 10 000 candela, ça peut aller très très loin parce qu'on est censé avoir une grande plage lumineuse entre ce qui est sombre et ce qui est clair. Le HDR10 est censé entièrement déboucher toutes les zones qui étaient enfouies par des contre-jours, par un coucher de soleil qui était en face. Là, vous allez voir quelque chose, c'est important pour le gaming, c'est important pour les films. On va se retrouver avec des trucs qu'on n'avait jamais vus parce qu'ils n'ont jamais pu être déterrés avec un système classique, donc 8 bits qui n'était pas HDR. Mais le HDR est censé dépasser tout ce qui existait auparavant, y compris dans la création des programmes. On va y revenir tout à l'heure avec Anaïs de Dolby. Vous allez comprendre comment est-ce qu'on fabrique un film ou une série en HDR, Dolby Vision. Il y a tout un process derrière. Avant que je continue, il y a le truc le plus important de cette vidéo qui va maintenant être dit. Écoutez bien. Le HDR basique, donc 10, celui dont on parle maintenant, et le HDR qui est obligatoire. C'est-à-dire s'il y en a un, c'est celui-là. Les autres, c'est optionnel, c'est-à-dire Dolby Vision ou HDR10+, c'est en plus. Mais le HDR10 est donc présent partout. Il est présent sur les plateformes de streaming, il est présent sur les Blu-ray disques quand il y en a, mais c'est lui, le 10. Mais il est limité sur un point super important. Avant que je continue, je voulais juste vous dire un petit truc concernant le HDR10, comment ça fonctionne avec votre téléviseur. Le HDR10 va donner des ordres à votre téléviseur. Il va dire, voilà Coco, tu es HDR, moi j'ai un programme HDR, eh bien toi tu vas te régler comme ça avec le niveau de luminosité et tu vas régler comme ça tes couleurs. Voilà, il va travailler en donnant des ordres, des indications à ton téléviseur au travers de ce qu'on appelle les métadonnées. Mais par contre, le seul et unique vrai défaut du HDR basique, HDR10, c'est qu'il est statique. Ça veut dire quoi statique? C'est-à-dire qu'on a un réglage unique pour tout le programme. Et ouais, c'est-à-dire que le mec qui va fabriquer ce HDR en labo, donc un étalonneur des couleurs, un ingénieur de l'image, va régler une fois pour toutes pour tout le programme. Et quand vous allez lancer ce programme sur votre téléviseur, vous allez avoir un réglage unique pendant tout le programme, c'est-à-dire tout le film ou toute la série, quel que soit le contenu de la série. Ce qui fait que quelquefois vous me dites, oh, c'est bizarre, j'ai vu ce truc-là en HDR, l'image elle est sombre, elle est ci, elle est ça. Ben oui. Et en effet, le truc c'est qu'il n'y a plus de réglage pendant la durée du film. Si vous partez directement avec un réglage un peu sombre, un truc comme ça, vous allez vous le garder pendant tout le truc. Voilà, c'est ça le délire. Donc c'est ce qu'on appelle des métadonnées statiques. Ça c'est le HDR 10. Pour avoir quelque chose de différent, il faut passer à la vitesse supérieure et c'est beaucoup plus compliqué à la fois à faire et à retranscrire. Je suis très fier de vous, je suis vraiment très fier de vous parce que je suis certain que vous avez tout compris sur le HDR. Maintenant, comme vous savez tout, quelqu'un d'extraordinaire qui se prénomme Anaïs va entrer en piste.
C'est la responsable de Dolby en France. Elle va nous expliquer ce qu'est le Dolby Vision, comment ça fonctionne et à quel point c'est différent et beaucoup plus subtil et beaucoup plus compliqué que le HDR10. Anaïs, bonjour. Bonjour Pépé. Ça va Anaïs? Oui, très bien et toi? Moi je suis en pleine forme, je suis très content de te voir parce que tu es exactement la bonne personne, celle qui pourra renseigner les gens qui nous regardent sur ce qu'est le Dolby Vision. Tout à l'heure j'ai expliqué ce qu'était le HDR, donc basique, le 10, mais justement j'aimerais que tu expliques ce qu'est le Dolby Vision, ce que ça apporte de plus justement par rapport au HDR que les gens connaissent déjà sous le libellé. Je vais faire de mon mieux. Alors le HDR tel que vous le connaissez, le HDR standard, le HDR10, est un signal HDR avec des informations qui vont décrire très succinctement ce qu'il y a dedans, donc qui vont être interprétées ensuite par le téléviseur comme des instructions. Et donc on va avoir un jeu d'informations qui va décrire le film en entier. Le Dolby Vision a une approche différente, c'est-à-dire que quand il y a le travail d'étalonnage, donc de création des couleurs, des contrastes, de la luminosité, des détails dans l'image, on va à ce moment-là générer des informations, donc ces instructions, scène par scène ou image par image selon les choix. Et donc ces instructions, elles vont décrire la luminosité maximum, minimum, moyenne, là où il y a des détails, etc., l'espace de couleur. Et tout ça va être ensuite reçu par le téléviseur et ça va lui permettre d'adapter l'image. Donc, comme chaque téléviseur a des capacités différentes, il y en a qui vont être très lumineux, d'autres moins, avec un espace de couleur plus ou moins complet. Il a besoin de beaucoup d'informations pour afficher l'image de la façon la plus fidèle possible. Donc on a d'un côté le HDR standard qui a peu d'informations et surtout de façon statique sur le film, et le Dolby Vision qui a beaucoup d'informations et qui varie en fonction des scènes qui sont présentes dans le programme. Alors ma question est la suivante, puisque donc Dolby travaille comme ça sur toutes ces données, est-ce qu'il faut que ce soit obligatoirement un technicien, enfin un étalonneur Dolby qui fabrique tous les masters Dolby Vision, ou c'est n'importe quel studio qui peut faire, du moment qu'il a la licence Dolby, n'importe qui peut faire un master Dolby Vision à Hollywood? Voilà, effectivement, c'est plutôt ça. C'est pas Dolby qui fait tous les films en Dolby parce que c'est pas le but et puis on n'est pas fait pour ça. Ce sont vraiment des artistes qui s'emparent des technologies Dolby, qu'elles soient son comme image. Et il y a une phase d'accompagnement, il peut y avoir éventuellement une phase de certification et il y a une prise en main des outils qui peut être faite avec nous ou en autonomie. Mais en tout cas, on essaie d'aider les artistes à utiliser nos outils, mais c'est eux qui font cette utilisation et qui font les choix artistiques qui vont avec. Liberté totale. Tout à fait, il y a une liberté, oui. Ouais. On intervient s'il y a des problèmes techniques. Allô, le SAV. Si quelqu'un veut utiliser une dynamique restreinte ou standard dans un espace HDR, c'est son choix. Voilà, parce qu'il y avait eu justement des rumeurs, c'est le Mandalorian, on disait voilà, on a mesuré en nits, ça va pas assez loin et tout, et le réalisateur du Mandalorian avait dit, moi j'ai choisi de le faire comme ça. Je veux dire, en effet, on a la possibilité technique d'aller loin, donc de monter dans la norme à 1000 candela, même beaucoup plus, mais un réalisateur fait ce qu'il veut au moment où il réalise, où il fait l'étalonnage avec son équipe et son directeur de la photo. Est-ce que toi, par expérience, parce que je sais que tu travailles beaucoup justement avec le cinéma, tu sais combien de temps est-ce qu'un coloriste va mettre, Anaïs, pour travailler un film en Dolby Vision? Parce que le film n'est pas tourné en Dolby Vision, c'est de la post-production, on est bien d'accord. Est-ce que tu as une idée du nombre d'heures ou de jours qu'il peut passer à fabriquer ça? Il n'y a peut-être pas une réponse toute faite, mais ça va dépendre en fait aussi du type de film, du budget, etc. Le tournage n'est pas en Dolby Vision, mais le tournage peut être déjà plus ou moins pensé pour le HDR. Ouais. Donc les caméras sont censées être compatibles avec une captation HDR. Et puis il peut y avoir déjà quelque chose d'anticipé au niveau des éclairages. Donc ce temps de préparation compte finalement dans les décisions qui vont être faites pendant l'étalonnage. Mais en général, un film de ciné, c'est à peu près une semaine pour un étalonnage. C'est grosso modo, après un peu plus, un peu moins. Merci Anaïs, parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte de la somme de travail pour faire un étalonnage des couleurs, qui plus est en Dolby Vision. Il y a également des trucs, tu sais, il y a des Blu-ray qui sortent et qui sont des Blu-ray et qui sont réalisés à partir de vieux films. Donc on fait ce qu'on appelle un télécinéma, c'est-à-dire qu'on transfère la pellicule en vidéo et après on fait la post-production. Même chose, on peut introduire du HDR, Dolby Vision, après avoir fait ça. Donc des vieux films peuvent être Dolby Vision. Oui.
Dans ce cas-là, on rescanne une pellicule. Donc la pellicule, elle contient déjà beaucoup d'informations dynamiques, hein, même autant qu'une caméra numérique moderne. Et le scan va permettre une numérisation de ces informations. Et là, on repasse par un étalonnage. Et c'est là où on peut faire du HDR et refaire ses choix au niveau des couleurs et des lumières. Concernant le Blu-ray disc, j'ai beaucoup de questions autour du Blu-ray disc où il y a des libellés Dolby Vision et des gens qui n'ont pas de téléviseur Dolby Vision. Ils se disent, il n'y a pas de Dolby Vision, mon téléviseur est HDR classique, qu'est-ce que j'ai est-ce que j'ai quand même du HDR? Voilà. Oui, pas de panique. Si le Blu-ray est Dolby Vision et que vous avez un lecteur Blu-ray Ultra HD HDR, à ce moment-là, en fait, la façon dont on fabrique un Blu-ray en Dolby Vision, c'est qu'on a deux couches. On a une couche de base qui est la couche HDR standard. Elle est obligatoire en plus. Qui est obligatoire, et une couche de rehaussement qui est le Dolby Vision. Et donc, si votre télé n'est que HDR10, le lecteur Blu-ray va passer seulement cette couche au téléviseur. Et si votre télé est Dolby Vision, le lecteur Blu-ray va recomposer, ce qu'on appelle le composer, et réassembler ces deux couches pour envoyer un signal Dolby Vision. Tu es une mine d'or, Anaïs, je suis tellement heureux, tu ne peux pas savoir. Autre question, parce que j'ai beaucoup discuté avec toute la communauté sur le streaming. Même chose, le streaming, on annonce des trucs chez Disney, partout, avec marqué Dolby Vision et autres. Est-ce que ça fonctionne de la même façon ou est-ce qu'il y a deux flux différents pour le streaming? Qu'est-ce qui se passe avec le streaming? Est-ce qu'on a du HDR, Dolby Vision de la même façon qu'avec le Blu-ray? Alors c'est différent, ça pourrait être la même chose, on pourrait avoir un flux avec deux couches, mais l'intelligence du streaming, c'est de connaître en fait les capacités de votre téléviseur et d'envoyer le bon flux à votre téléviseur. Donc il y a derrière chez Disney ou Netflix, enfin celui qui a le service, il y a des serveurs avec tous les versions et le serveur sait ce qu'il doit envoyer chez vous. Donc si votre téléviseur est Dolby Vision, il va envoyer le flux Dolby Vision. S'il est que standard, il va envoyer un flux standard, et pareil avec le HDR10. Donc c'est pour ça que là, je rebondis dessus, au moment où il y a eu les restrictions avec le confinement, les serveurs de streaming ont pu arrêter le Dolby Vision parce qu'en effet, ils ont coupé cette partie sur les serveurs en disant je ne vous envoie qu'un signal standard sans HDR. Ils peuvent gérer comme ça le type de flux envoyé directement à la source. C'est l'intelligence du streaming. Est-ce que tu sais, toi justement, Anaïs, quel poids supplémentaire a un disque Blu-ray s'il dispose du Dolby Vision par rapport à un disque qui ne l'aurait pas sur un même film? C'est quoi? C'est 5, 10, 15% de plus parce qu'il y a le Dolby Vision? C'est une bonne question. Alors, j'ai pas de chiffres récents, mais il y a donc cette différence en fait qui est dans cette couche de rehaussement. C'est à la fois des informations en plus les métadonnées. Alors, les métadonnées, ça pèse rien, mais autrement, au niveau des informations en plus, je pense que c'est dans l'ordre de 10%. Alors, quand on regarde les spécifications techniques de Dolby, on voit marqué 12 bits. Quand on voit celle du HDR 10 ou 10+, on voit marqué 10 bits. Alors, est-ce que ça veut dire que justement le Dolby Vision va beaucoup plus loin? Numéro 1, tu vas me répondre oui, évidemment. Mais est-ce que ça veut dire que je peux le voir sur mon téléviseur? Est-ce que mon téléviseur est 12 bits? La question! Tu ouvres une grande porte. La boîte de Pandore. La boîte de Pandore. Alors, je vais commencer et puis tu m'arrêtes si ça... Je t'arrête pas, moi. C'est trop compliqué. En fait, pourquoi Dolby Vision est 12 bits alors qu'HDR10 est 10 bits? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Vous savez que derrière le HDR10 ou le Dolby Vision, il y a ce qu'on appelle du PQ, Perceptual Quantizer, et qui est en fait une façon d'encoder l'information, c'est-à-dire l'information visuelle qu'on va pouvoir voir avec nos yeux captés avec une caméra. Il faut l'encoder dans un signal numérique à un moment. Et les anciens modèles qui marchaient avec la vidéo standard ne permettaient pas d'enregistrer une dynamique lumineuse suffisante. Donc on a inventé cette courbe, qui a été d'ailleurs inventée par Dolby il y a de nombreuses années. Et ça permet de reproduire un peu comme votre œil qui voit des choses lumineuses et sombres en même temps et qui est capable de s'adapter. D'où le côté P pour perceptual. Donc Dolby a fait des études aussi combien de bits il faut pour pouvoir reproduire correctement une grande dynamique lumineuse et un espace de couleur élargi. Et la réponse ça a été que 12 bits c'est l'idéal. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a défini que le Dolby Vision ferait 12 bits pour garder le maximum d'informations, de lumière et de couleur dans le signal. Est-ce que le 12 bits, ça correspond au secteur professionnel ou est-ce que le public en a besoin? Il n'y a pas de téléviseur grand public 12 bits à ma connaissance.
À ma connaissance non plus. Mais quand on fait des technologies, on les fait pour de nombreuses années. Et pour le secteur pro aussi. Et pour le secteur pro, donc tout à fait. Des yeux exercés vont voir la différence entre du 10 bits et du 12 bits sur des pas de contraste normalement. Par contre, il faut voir que même si la dalle, elle va afficher que 10 bits, derrière, il y a tout un processing, donc tout plein de calculs qui sont faits dans des puces électroniques et des opérations de transformation de l'image. Et ça, c'est comme dans l'audio où des fois on utilise des fréquences d'échantillonnage supérieures. Là, c'est bien aussi de faire ces opérations dans un espace plus grand, même si on va ensuite délivrer que 10 bits. Donc il ne faut pas que les gens paniquent parce que moi j'ai eu beaucoup de gens, Anaïs, qui m'ont dit oui alors j'ai vu marquer que Dolby était 12 bits couleur, 68 milliards de couleurs, mon téléviseur ne le fait pas, est-ce que j'ai pas de Dolby Vision? Oui, vous avez du Dolby Vision et super performant parce qu'on part d'un gros signal. C'est ça que c'est le message, je suppose. Tout à fait, ouais. On garde, même si on peut montrer que ça de ça, on va faire une compression, on va garder que l'essentiel de l'information. Le Blu-ray disque Full HD est donc en 8 bits, et Ultra HD est en 10, plus ton bonus. Voilà, il y a un bonus 2 bits Dolby Vision en plus Voilà. de rehaussement. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais actuellement, je pense que le Blu-ray disque Ultra HD est le meilleur support pour le Dolby Vision, parce que celui qui va le plus loin au niveau des débits, qui peut aller en 12 bits et autres, c'est le NEC plus Ultra. Et le streaming, lui, il est en combien? Il est en 10, c'est ça? Le streaming est en 10, après il y a une subtilité pour mettre 12 bits en 10, mais… On tasse. Mais c'est ça, on tasse. On tasse. On a toujours le problème de débit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le débit du Blu-ray disque avec… Voilà, c'est plus une question de débit sur le streaming. Ensuite, maintenant, c'est vrai que les technologies des encodeurs pour le streaming ont vraiment progressé et on a des choses extraordinaires, même à 15 mégabits. Rendu. Pendant qu'on y est, Anaïs, on va parler un petit peu des candélas, c'est-à-dire la luminosité, ce qu'on appelle les nits. Parce que je regarde les normes, il y a des choses qui sont marquées, oui, alors ça va à 1000 nits, donc 1000 candélas, donc la lumière, 4000 nits, 10 000 nits avec le Dolby Vision. Mais c'est quoi ça va super loin, mais nos téléviseurs, ils font pas 10 000 nits, on serait avec des lunettes de soleil devant. Explique-moi comment fonctionne comme ça, cette norme, ce débit de luminosité. Déjà, on va remettre les choses en perspective. Si vous êtes dans une pièce relativement bien éclairée et que vous regardez un plafond blanc qui est bien éclairé, on est déjà parfois à 15 000 nits. Vous êtes dehors en plein soleil, vous avez laissé votre voiture dehors et carrosserie métallisée, reflet du soleil, on peut monter à rapidement même 100 000 nits. À 100 000 sans aucun problème. Donc voilà, donc ça remet les choses en perspective, 10 000 nits, et c'est finalement pas si lumineux que ça. Ensuite, c'est vrai qu'il faut considérer que quand on est dans un environnement avec un téléviseur où on ne bouge pas et on est face au téléviseur, effectivement, un flash de 10 minutes, ça fait mal aux yeux. Surtout dans le noir dans la pièce. Surtout dans le noir dans la pièce. Donc là, on passe en vision non adaptée ou adaptée. Mais pourquoi on parle de 10 minutes quand on parle de Dolby Vision et même de HDR10? C'est un conteneur qu'on a défini quand on a commencé à définir les standards HDR10 en se disant jusqu'à combien on a besoin de monter pour faire une différence dans l'expérience du téléviseur, du spectateur plutôt. Et on a fait des tests perceptifs, on a mis des gens devant des télés. À l'époque, Dolby avait construit un prototype. Je suis allé voir d'ailleurs, les images passent actuellement, je suis allé voir sur place justement tous ces tests cognitifs et la perception qu'on peut avoir. C'est passionnant. Mais pour définir combien était la valeur maximum du conteneur, on a fait un espèce d'écran qui montait à 20 minutes. C'était un LCD avec un projecteur de cinéma derrière et ils envoyaient la patate. Et la plupart des gens se disaient jusqu'à 10 minutes, voilà, c'est bien. Il y en avait quelques-uns qui voulaient monter à 20 000, mais on a… Craquage de rétine, raisonnablement, craquage de rétine, défini 10 000. Et donc ça, c'est devenu le conteneur théorique du HDR. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la réalité des téléviseurs, c'est 1000, 2000, 2500, voilà, difficilement. Ce qui est important de voir, c'est dans une expérience HDR, en fait, c'est jusqu'où on descend aussi dans les sombres, dans les noirs. L'amplitude. Voilà, jusqu'où on monte, et ça peut être une pointe à 3-4 minutes, ça peut juste être un reflet voilà, qui va donner un côté relief à une surface. On va mieux sentir les matières parce qu'on va avoir des micro-contrastes. Donc tout ça, c'est vraiment fait, c'est pas fait pour vous éblouir, mais c'est pour mieux refléter les sensations de matière.
Et la vision de l'œil. Et la vision de l'œil. Alors justement, c'est bien que tu me parles de tout ça, Anaïs, parce que quand tu vois les téléviseurs sur le marché, tu as les téléviseurs OLED et LCD, et on dit toujours, oui, l'OLED ne dépasse pas, on va dire qu'il a un clipping, il s'arrête à 1000 candela, tandis que les autres vont plus loin, mais peut-être, mais l'OLED, il part de plus bas souvent. C'est-à-dire que quand on part de 0, qu'on fait 0 à 1000, si tu veux, l'amplitude, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, l'amplitude est gigantesque, donc on a un effet délirant, tandis que quand on part de peut-être pas à 0 et qu'on va vers 2000, tout discute techniquement, oui. mais je ne sais pas quelle est ta vision de ça. Oui, c'est vrai que tout est relatif, notamment si vous regardez un film sur un OLED, vous allez peut-être vous mettre dans une ambiance plus sombre, et donc les noirs de l'OLED vont se confondre avec le noir de la pièce, et finalement on aura peut-être moins besoin de monter en luminosité. Alors s'il y avait des OLED qui montaient à 4000 nits, c'est génial. Mais ce qui est important, ça va être vraiment cet espace entre, enfin, le taux de contraste entre les noirs les plus noirs et les zones les plus brillantes. Et sachant que la luminosité moyenne de l'image, elle est en général assez, enfin, elle va être la même quelle que soit la technologie d'écran, puisque c'est ce qu'on a défini dans le contenu. Et elle est souvent autour de 100-150 nits, la luminosité moyenne. On calcule ça par les teintes de peau. Il y a quand même un truc important récemment pour vous, pour les gens, pour le monde, la galaxie, la Terre. Apple a sorti l'iPhone 12 Pro Max, notamment une ligne de produits qui est compatible à la captation en Dolby Vision. Alors moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, alors il y a des ingénieurs qui bossent là-dessus, des étalonneurs, qui passent une semaine à faire des films en Dolby Vision, et là, en temps réel, je fais du Dolby Vision. Alors on m'explique comment c'est possible. Tu vas me dire que c'est un automatisme, c'est ça? Explique-moi, Anaïs. Je vais tout expliquer. Alors, mettons que vous n'allez pas faire un film qui va sortir au cinéma avec votre iPhone, sans mettre de côté. Ce que fait l'iPhone, c'est la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui en live. Si on veut faire un événement live, type un match de foot en Dolby Vision, on peut. Pourtant, on va le diffuser en temps réel, donc il ne va pas y avoir un étalonneur qui va, scène par scène, étalonner en Dolby Vision. Ce qu'on fait, c'est que cet algorithme qui existe déjà dans les salles de post-production pour les étalonneurs, pour créer ces métadonnées Dolby Vision, ils sont dans l'encodeur. Et l'image va arriver au fur et à mesure comme ça, et image par image, on va créer les métadonnées qui vont décrire cette image. Donc au lieu d'avoir une unité par scène, puisque dans un film on a des unités de scène en termes de lumière, etc., et on crée les métadonnées par scène, là on va créer image par image. Alors ça marche très bien, c'est sûr que c'est pas aussi raffiné que ce qu'on peut faire dans une salle d'étalonnage, mais le live n'est pas, on n'attend pas du live la même chose que ce qu'on attend d'un film qui a eu des mois de post-production. Mais ça permettra toujours à votre téléviseur de savoir ce qu'il reçoit et d'avoir les informations nécessaires pour faire une bonne adaptation. Donc on sera toujours bien au-dessus d'un HDR10. Il y a également des gens qui se demandent pourquoi est-ce que YouTube n'est justement pas en Dolby Vision. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Est-ce que c'est en projet de pouvoir placer des séquences en Dolby Vision qui viendraient justement des iPhones ou d'une production, de quiconque, des gens qui nous regardent qui font de la production? C'est une excellente question qui n'est pas à moi de dire quand YouTube sera Dolby Vision, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas uploader un contenu en Dolby Vision sur YouTube. Ça nécessite pour un site comme ça d'avoir ce format de référencé, de savoir comment le traiter, de savoir gérer, l'envoyer que aux écrans qui sont compatibles, hein, parce que si on envoie du Dolby Vision et que votre écran n'est pas compatible, l'expérience va être assez moyenne. Donc voilà, il y a toute une logistique derrière qu'il faut aussi mettre en place, et là-dessus c'est des demandes à faire à YouTube, à Apple, pour que ça communique ensemble, et voilà. Anaïs, nous sommes en 2020, il y a quand même eu un événement extraordinaire il y a peu de temps, ce sont les consoles. Et sur les deux, il y en a une quand même qui annonce le gaming avec le Dolby Vision, puisqu'en effet il y a une annonce, un tweet fait par justement Dolby et Xbox disant que voilà, ça sera la première console de jeu Dolby Vision. Quelle est la différence de travail justement entre ce qu'on peut faire sur des films en Dolby Vision et ce qui est proposé sur le gaming en Dolby Vision? Et le gaming en Dolby Vision a commencé il y a combien de temps aussi, parce que c'est pas récent? Oui, alors on a commencé à en parler déjà il y a 2 ans avec les PC. Mais en fait, faut distinguer deux choses. Il y a l'expérience du joueur, et puis après, il y a la partie plus hardware et création. Donc pour le joueur, ça va lui permettre de vraiment voir tout ce qui se passe à l'image et d'avoir toujours la meilleure image sur son moniteur.
Pour la partie studio, eux, le processus Dolby Vision devient garant de l'intention artistique, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont voulu montrer dans le jeu au niveau graphique va vraiment être restitué de la meilleure façon aux joueurs. Et que les joueurs aient un écran Dolby Vision ou autre, puisque la brique Dolby Vision dans le jeu, ou dans la Xbox en l'occurrence, va venir faire une adaptation de l'image sur les écrans des joueurs. D'accord. Et que l'écran soit Dolby Vision ou non? Tout à fait, ouais. Mais est-ce que ça sera meilleur ou plus fidèle si l'écran est Dolby Vision? Bien sûr, en Dolby Vision, on va montrer le maximum d'informations. Ça reste compatible et c'est intéressant pour les artistes aussi d'avoir cette capacité au niveau de la création. Mais l'expérience Dolby Vision, c'est d'avoir, en l'occurrence là, le jeu produit en Dolby Vision, la Xbox et un moniteur en Dolby Vision ou une télé. Parce qu'en plus, les gens ont cru qu'au lancement de la Xbox, directement, ils allaient avoir plein de jeux en Dolby Vision, Dolby Atmos, alors que justement, Xbox et vous, Dolby, vous avez dit, attention, c'est 2021. Le tweet, c'est bien courant 2021. Le reste, la console peut faire du Dolby Atmos, Dolby Vision avec d'autres types de signaux, c'est un autre problème. Mais là, le jeu, c'est bien 2021. C'est exactement ça. Ce qui est dans peu de temps. Voilà, le meilleur est à venir, on vous le dit, le meilleur est à venir. N'est-ce pas, Anaïs? Tout à fait. Wait and see. Je savais que grâce à toi, les gens allaient avoir des réponses, mais là, c'est du délire complet, quoi. Merci, Anaïs. Ah, ça y est, je fais tomber un truc. Je fais tout tomber un truc dans mes vidéos. Merci, Anaïs. Vraiment, super content. Je t'en prie, merci. Vous pouvez la remercier dans les commentaires, hein, parce que vraiment, waouh, merci. Toc, 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 juste une chose. Dans cette vidéo, on n'a pas parlé des vidéoprojecteurs HDR. Ça sera fait dans d'autres vidéos. Et à ma connaissance, au 13 décembre, il n'y a pas, dans le grand public, de vidéoprojecteurs Dolby Vision. Ce n'est pas encore existant. Ce n'a pas été avalisé par Dolby. Il y a des projets en cours. On verra ça pour les mois et années à venir. C'est gentil d'être encore là. On va parler maintenant du HDR10+. Alors, premier truc à savoir, le HDR10+ est entièrement rétrocompatible. Un programme HDR10+ peut être lu d'une façon tout à fait normale en HDR10. C'est entre guillemets la même famille. Alors, qui a créé le HDR10+? Qui a eu cette idée lumineuse? C'est le truc Flash in the night. Eh bien, à la base, c'est un consortium avec Samsung en tête. Et il y avait Panasonic, il y avait des studios américains, dont la Fox à l'époque. On dit, bah, de toute façon, n'importe comment, je crois qu'on n'a pas envie de payer la licence Dolby. On veut créer notre truc à nous, qui serait de l'open source, que tout le monde pourra utiliser, c'est merveilleux et autres. Donc, ils ont créé le HDR10+. Techniquement, c'est un super système, hein, c'est du 10 bits, avec des métadonnées dynamiques, un truc géré au plan par plan, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vraiment un concurrent direct du Dolby Vision, à la différence que le HDR10+, est un open source et qu'on n'a pas à payer chaque prestation. On fait une sorte de paiement à l'année, d'après ce que j'ai compris, une sorte de truc, ah tiens, ça te coûte tant à l'année et tu l'utilises, le HDR10+. Le truc, c'est que quand on regarde un petit peu le paysage du streaming ou du Blu-ray disc, qu'est-ce qu'on voit? On voit du HDR classique, donc le disque, et on voit du Dolby Vision de tous les côtés. Apple, Netflix. On se rend compte que, quelque part, Dolby est très investi dans tout le monde hollywoodien, dans toute la production cinéma, séries télé, ils sont un peu partout. Et le HDR10+, on en voit dans les jeux vidéo, il y a quelques films ou quelques Blu-ray comme Alita qui sont à la fois HDR10+ et Dolby Vision. On sent qu'ils sont là. Mais moi, la question, c'est pas de savoir s'ils sont là, c'est combien de temps ils vont y rester. Du coup, comme c'est Samsung qui est entre guillemets un des investigateurs, un des promoteurs du HDR10+, sur leur téléviseur, ils sont numéro 1 monde télé quand même, hein, sur leur téléviseur, il n'y a pas de Dolby Vision. Il y a carrément un veto, c'est-à-dire que nous, c'est HDR, basique, donc HDR10 et HDR10+. Il n'y a pas de Dolby Vision sur les téléviseurs Samsung. Je pense qu'en 2021, ça va être problématique. C'est problématique, pourquoi? Parce que le streaming en Dolby Vision, Apple TV, Netflix, c'est quand même pas des petits, quoi. Je veux dire, les mecs, ils sont tous en train de streamer en Dolby Vision. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que Samsung va décider pour l'année 2021 ou 2022. Mais je pense que ça risque d'être un peu handicapant, voire beaucoup handicapant pour Samsung vis-à-vis de ses clients de dire bah écoutez, nos téléviseurs ils sont ci ou ça mais ils ne sont pas Dolby Vision. Donc on verra ce qui va se passer à l'avenir parce que le HDR10+ n'est pas très bien engagé dans tous les cas dans le monde du cinéma et dans le monde des séries télé. On a globalement affaire à soit du HDR classique, donc 10, soit un travail en Dolby Vision qui est fait avec des étalonneurs, des ingénieurs autour de la conception de l'étalonnage Dolby Vision. Voilà, c'est mon ressenti. Moi, je ne suis pas un mec qui va vous dire c'est pas bien ou c'est pas... Non, techniquement, le HDR10+ fonctionne. Donc, à la base, à mes yeux, à moi, le HDR10+ est tout à fait valide, mais reste à savoir qui l'utilise et pour combien de temps. Voilà, ni plus ni moins. À vous de me dire ce que vous en pensez après, mais je n'arrive pas à savoir s'il a de l'avenir ou pas. Je n'arrive pas à le savoir.
Je ne sais même pas si je dois vous dire, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez tenu, j'espère que ça a été, parce que de mon côté, ça a été génial de faire cette vidéo, mais du fond du cœur, mais je sais que c'est pas facile d'expliquer ça, parce qu'on est dans des trucs qui sont à la limite du secteur professionnel. Donc j'ai essayé de faire au mieux. C'est-à-dire que c'est pas parfait, je ne suis pas parfait, mais j'ai essayé de faire au mieux. Alors si cette vidéo a pu vous apporter quelque chose et vous expliquer des trucs, je suis ravi. Voilà, il y aura d'autres vidéos parce que je pense que malgré tout, que ce soit Anaïs ou moi, on n'a pas encore tout dit. Vous savez qu'il y a encore des trucs qui traînent dans ma tête, des trucs que j'ai parlé avec elle après l'interview. Il y a encore des trucs qui ne sont pas dits et on va se faire un plaisir de faire un volume 2 parce que vous allez poser plein de questions et je vais vous dire, hey, hey, on va revenir. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et faites un petit tour sur la chaîne, il y a vraiment tout, surtout en ce moment, enfin, avec les consoles, avec tout ça, j'ai vraiment fait des vidéos de tous les côtés et je suis tellement content. Il y a des tests qui arrivent juste avant Noël, là, parce que donc, la vidéo est tournée juste avant Noël, et il y a des trucs lourds qui arrivent. Merci. Merci. Je vais me coucher, je crois. Regardez, je vieillis à chaque vidéo. Chaque semaine, je prends une ride de plus. C'est votre faute, ça. Allez, ciao.